OK. Très bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, qui va nous permettre de faire un point sur 4 sujets: actualité réglementaire et normative. Je suis Hervé Boivin de Fibois Bretagne. Fibois, pour, l'association, Filière Bois. On réunit, des professionnels de toute la filière, depuis la forêt jusque la maîtrise d'ouvrage. Vous avez une, Fibois dans chacune des régions de France. Vous verrez ça sur la seconde, diapo. Merci Rodolphe. Hem, je suis, accompagné aujourd'hui de Lucie, Meunier. Bonjour Lucie. Bonjour. Voilà, de Fibois France. Fibois France est l'association qui, réunit et anime, l'ensemble des fibois régionales. Vous avez ici sous les yeux vos interlocuteurs construction dans chacune des régions de France. Lucie va lire vos différentes questions si vous en avez. Vous pouvez les poser directement sur le petit onglet Q et R pour questions et réponses. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau de poser vos différentes questions. Vous pouvez également éventuellement faire part de commentaires dans l'onglet conversation. Et on va accueillir également donc Rodolphe Monfrand de la Fédération française du bâtiment. Rodolphe est responsable technique charpente au sein de l'Union des métiers du bois, donc la section bois de la Fédération française du bâtiment. C'est lui l'intervenant principal aujourd'hui. On va lui donner la parole. Vous aurez à la fin de la présentation, on verra si on a le temps d'en dire quelques mots, différentes ressources auxquelles vous pouvez accéder. On aura à peu près 10 minutes, plus ou moins par sujet, hein. On a 4 sujets principaux. On prendra à la fin de chacun des sujets quelques minutes pour répondre à quelques-unes de vos questions. Évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, donc on va essayer de concaténer plusieurs de vos questions et de répondre au mieux. Bien, bonjour Rodolphe, tu es Bonjour, là. merci Hervé, Voilà. bonjour à tous. Donc on va passer sur la diapo suivante et je te donne la main pour la présentation des sujets. Tu peux peut-être te représenter un peu plus précisément ou dire quelques mots de la Fédé UMB. Merci Merci, à tout à l'heure. Hervé, et je compte sur toi pour me rappeler à l'ordre si je dépasse un peu le timing OK, prévu. Je suis très bien. Rodolphe Monfrand, je suis le responsable construction bois, charpente à l'Union des métiers du bois de la FFB. C'est l'union des métiers qui rassemble tous les charpentiers menuisiers qui sont adhérents à la Fédération française du bâtiment. Ça représente pas loin de 9000 entreprises dans toute la France, dont quelques-unes sont présentes aujourd'hui. J'ai reconnu quelques noms. Et donc, à ce titre, parmi nos différentes missions, il y a le suivi de la réglementation et la normalisation, et des sujets financés par la filière bois, donc le Codifab. Voilà, je vais vous faire un petit point d'actualité, avec des sujets qui ont avancé et d'autres qui n'ont pas trop avancé. Voilà, mais ça sera toujours un petit point d'actualité pour savoir où on en est. Voilà. Alors, on va commencer par la sécurité incendie. J'aurais voulu vous annoncer des nouveautés, mais malheureusement, on n'en a pas encore. Donc, si on fait un petit retour en arrière des épisodes précédents, dirons-nous, après des concertations, un groupe de travail interministériel en 2021, le ministère de l'Intérieur s'est lancé dans la révision de l'arrêté sur les ERP. Et donc, vous avez cette présentation qui a été faite lors du forum bois qui a eu lieu à Lille. Donc, c'était même 2022, je crois, à ce moment-là. Je l'ai mise là en lien, vous pourrez toujours la revoir. Voilà, on voit le lieutenant-colonel Goulet et le lieutenant-colonel Bonnet qui expliquent leur velléité de réviser l'arrêté sur les ERP. Donc, c'était en 2023, cette présentation. Euh, et depuis, rien n'est sorti.
Voilà, bon, enfin, vous l'avez bien vu, vous le savez déjà que rien n'est sorti, mais on est toujours dans l'attente d'une sortie d'un texte. Alors, il ne s'est pas rien passé pendant ce temps-là. Il y a eu des échanges, il y a eu des contributions de la filière bois. Euh, le résultat, c'est qu'il n'y a pas de texte qui a été présenté pour l'instant, et donc on ne peut pas vous dire ce qui va sortir, puisqu'il n'y a rien. Voilà, donc dans l'historique, alors pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, il y a un rapport qui avait été commandé par le ministère de l'Intérieur au CSTB en fin d'année dernière, fin 2023, qui a été donc remis par le CSTB au ministère de l'Intérieur. Euh, la filière a demandé à pouvoir le consulter, puis y jeter un œil. Il y a des échanges qui ont été faits entre la filière. Au sein de la filière, il y a un groupe d'experts dont je fais partie, qui échangent. Voilà, donc on apporte des contributions quand on peut. Voilà, on n'a pas non plus, on tient pas le crayon, hein, c'est loin de là. Ça appartient au ministère de l'Intérieur et au ministère du Logement. Et tout ça est entre les mains des ministères. Et donc, il a été dit que le projet devait être présenté au CSC2E, donc qui est le Conseil supérieur de la construction et l'efficacité énergétique, qui doit donner un avis pour chaque texte qui sort. Donc ça devait être présenté au mois de juin, puis au mois de juillet, puis au mois de septembre. Et pour le prochain ordre du jour du mois de septembre, ça n'y est toujours pas, ni octobre. Donc très peu probable qu'il y ait quelque chose qui sorte pour la fin de l'année, parce qu'après il y a des délais. Une fois que c'est passé au CSC2E, il y a des délais avant que le texte soit ratifié. Donc pour cette histoire d'incendie, bah, malheureusement, rien de nouveau. Donc on est obligé de continuer à travailler dans cette situation bancale dans laquelle on est depuis plusieurs années avec ces doctrines qui ne sont pas réglementaires en même temps, hein, je le rappelle. Voilà, donc ce sont des recommandations des services de secours, mais elles sont négociables. Les pompiers le disent eux-mêmes, hein, chaque projet peut être négocié, ce qui rend la chose complètement buesque, puisqu'on se retrouve donc avec une réglementation différente par région, par département même, je dirais même par chantier. Donc on ne peut pas construire un même bâtiment à Lille ou à Marseille, à Bordeaux ou à Paris. Donc ça frise l'anticonstitutionnalité, cette histoire-là, puisque la loi n'est plus une et indivisible sur le territoire, mais elle est multiple et interprétable selon les régions. On se retrouve un peu comme au Moyen-Âge, où il y avait des frontières entre chaque département. Ben là, c'est un peu la même chose avec ces histoires de doctrine. Donc, voilà, qui peuvent être adaptées au cas par cas. Donc, on est toujours cette situation qui est bancale et qui nuit à la construction bois, mais qui peut nuire aussi enfin, au bâtiment d'une manière générale, parce qu'il y a une doctrine sur la construction bois. Pourquoi il n'y aura pas une doctrine sur les parkings pour les véhicules électriques ou une des doctrines pour d'autres choses? Si les pompiers se mettent à multiplier les doctrines pour interpréter eux-mêmes la réglementation, je ne sais pas comment, dans le monde du bâtiment, on va continuer à construire, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur la réglementation incendie. Donc, nous sommes dans l'attente d'un texte, évidemment. Lorsque le texte sera proposé officiellement, bah, on pourra toujours émettre des commentaires. Il sera encore temps d'en émettre. Et voilà le planning dans lequel nous sommes. Lorsqu'on avait prévu de faire ce point d'actualité, lorsque Lucie est sollicité avant l'été, on pensait qu'on aurait quelque chose de tout frais à vous proposer, mais manifestement, ce n'est pas le cas. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont posées, parce que ça pourra permettre peut-être de détailler certains points, parce que le niveau d'information n'est pas le même selon les personnes, et peut-être qu'il y a des choses qui méritent d'être éclaircies. Moi, je ne vois pas les questions, donc je ne sais pas, il faut... Alors, pour le moment, nous n'avons pas Ouais. de questions, donc je propose qu'on poursuive. Néanmoins, si certains d'entre vous ont quelques questions, n'hésitez pas à les, rédiger et on pourra peut-être les prendre, en même temps que le deuxième point tout à l'heure. Oui. Peut-être, Rodolphe, dire que le texte actuel, tu l'as déjà dit, hein, mais, le texte actuel concerne, enfin le celui qui est en préparation concerne les ERP, et qu'on peut s'attendre ensuite, à voir également une évolution des textes qui concernent, le logement et peut-être également à terme les, locaux de travail. Oui, tout Est-ce à que tu fait. confirmes ça? Oui, 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 c'est dans les velléités de. Alors là, ça dépend de plusieurs ministères, hein.
Je rappelle, l'ERP, c'est conjointement le ministère de l'Intérieur et du Logement. Dans la foulée, le logement doit effectivement réviser le texte sur les logements. Et normalement, sur les bâtiments de travail, c'est le ministère du Travail qui doit aussi. Mais là, on a moins d'infos sur le ministère du Travail. Je ne sais pas s'ils vont réviser quelque chose, mais c'était prévu voilà, dans la foulée. De même qu'il y avait des velléités aussi du ministère de l'Intérieur bah, de mettre à jour un peu tout ce qui était de leur ressort, donc aussi le texte sur l'IT 249. Quoi. Et là, ils ont attaqué aussi la révision de l'arrêté de 2004 sur la résistance au feu, la réaction au feu des produits en bois. Donc voilà, ils essayent de réviser, de mettre à jour tous les textes voilà, qui sont sous leur tutelle. Quoi. OK, alors entre-temps, on a reçu, une question, et une remarque. Alors la question est la suivante: dans le cas où la doctrine est appliquée, donc une doctrine, Mm. heu, parisienne, bordelaise ou autre est Oui. appliquée, peut-on considérer la protection passive pour la justification structurelle ou c'est une protection supplémentaire? Alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais peut-être toi tu sais y répondre. Bah, dans la doctrine, oui, c'est ce qui est préconisé. De toute façon, il faut Mmh, des protections passives, donc il faut l'encapsulage un peu partout. Mais là, comme je le dis, la doctrine, en fait, contrairement à son nom, est négociable. Donc, ça paraît un peu ubuesque, mais il faut prendre attache avec les pompiers au plus tôt dans la région dans laquelle vous êtes pour pouvoir négocier, entre guillemets, l'applicabilité de la doctrine qui ne peut pas forcément s'appliquer stricto sensus, quoi. Donc, mais effectivement, enfin, si on la lit comme ça, telle quelle, et si on l'applique stricto sensus, c'est de l'encapsulage systématique. Hein. mmh. Et alors une remarque également, la dernière mouture du guide bois construction feu, a tout Oui, de même été publiée en juillet, 2023. Donc oui, on peut peut-être rappeler, 2024. alors, Le non, là propagation je feu pense qu'il façade, est fait, la référence. V4, la V4 est sortie cet été, là, ou au printemps, je ne sais plus, attends, on peut regarder. Vous allez sur pardon, comme je fais les. Oui, là, attendez, pourquoi je peux pas. Là tu Vous allez sur le partages site du ton Codifab. diaporama là, Ouais, mais oui. comme je partage le diaporama, je ne sais pas pourquoi je peux pas aller. Alors on peut peut-être en profiter pour dire que, si vous allez sur le site, Du Codifab. du Codifab, donc Ouais. codifab.fr de mémoire. Dans les actions collectives, vous aurez accès à tout un tas de documentations qui font un point sur les recherches, la normalisation et l'application de la réglementation dans la construction bois. Et vous trouverez notamment différents ouvrages autour de la question incendie et celui auquel il est fait référence, là je suppose, concerne la transmission du feu par les façades. Oui, oui, c'est pour répondre à l'IT 249 hein, pour les bâtiments de troisième et quatrième famille Voilà. et les ERP. La dernière version date de cet été. Vous allez retrouver d'ailleurs de nouvelles appréciations de laboratoire avec des nouvelles solutions, notamment pour les ETICS sur Ossature-Bois. Donc voilà. Et n'hésitez pas à aller sur le site du Codifab. Vous avez le guide plus les nouvelles APL qui sont en accès. Voilà. APL pour appréciation de laboratoire, hein. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer que le texte concernant les logements, par exemple, arrive avant celui des ERP, ou Non. tout est en cours en parallèle? Oui, tout est en cours en parallèle, mais je ne pense pas que les logements sortent avant les ERP, parce que le RP étalonne un peu le niveau d'exigence. Donc il faut qu'il y ait une espèce de cohérence, et ça m'étonnerait. Enfin, je vous dis non, mais en D'accord. fait, je ne suis pas à la manœuvre, j'en sais rien. Donc, mais ça, c'était pas prévu comme ça, quoi. C'est pas prévu comme ça. Après, il n'était pas prévu de dissoudre l'Assemblée nationale. Ouais, il y a un tas de choses qui sont pas prévues. Hein. Donc, Qui bon. peuvent bouger encore.
Ouais, Très bien, on a bien confirmation. La V4 du c'est guide bon. auquel on a Je fait sais pas référence, pourquoi c'est bien j'arrive pas à aller sur, 2023. j'arrive pas à aller sur Internet. Ça marche pas là. Désolé. Ok. Donc, Si est-ce que quelqu'un tu peut veux envoyer le lien si quelqu'un y arrive en là, il peut envoyer conversation? le lien en conversation. Je pense que ça aidera tout le monde. Très bien. Eh bien, Rodolphe, je te propose peut-être de conclure sur la sécurité incendie et Oui. d'enchaîner avec le sujet Après, suivant. si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les envoyer dans la conversation, et puis je pourrai y répondre après. Je voulais vous faire un petit point Merci. après sur les revêtements sur FOB, parce que bah, c'est aussi un point bloquant actuellement sur le marché FOB, donc façade ossature bois, hein, façade non porteuse. Hein, donc c'est la même technologie que l'ossature bois, sauf la seule différence, c'est que la façade ne contrevent pas le bâtiment, alors que le mur ossature bois, lui, contrevent le bâtiment. Donc on a affaire à deux DTU différents, le 31.2 pour l'ossature bois, le 31.4 pour la façade ossature bois. Depuis que le 31.4 est sorti, en fait, sur le chantier, on rencontre des problèmes voilà, de compatibilité des revêtements sur les façades. Problème qu'on n'avait pas avant, parce qu'en fait, tout était régi par le 31.2, et en fait, les avis techniques des revêtements de façade se référaient au 31.2, et tout fonctionnait bien. En voulant bien faire les choses, en créant un nouveau DTU pour ces façades, en fait, on a créé un problème un peu, je dirais un peu administratif, où on a rendu les revêtements de façade qui étaient acceptés sur le 31.2, ben, on les a rendus non conformes pour le 31.4. Voilà, bon, c'est un peu ubuesque comme situation, mais là aussi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc il a fallu œuvrer pour essayer de recoller au score de ces compatibilités, de ces revêtements de façade sur des FOB, sachant qu'en fait il y a quand même plusieurs types de FOB, hein. Dans le 31.4, il y a la façade qui est coincé entre deux niveaux de plancher. Alors, c'est pas top au niveau de. Il y a des rupteurs, il y a des ponts thermiques, donc c'est pas top au niveau thermique, mais il y a quand même beaucoup de bâtiments qui ont été réalisés comme ça après la guerre et on en rénove, donc on les refait. Et pour ces façades-là qui sont coincées entre deux dalles de plancher, il n'y a pas tellement de sujets parce qu'il n'y a pas de déplacement et donc enfin, a priori, tous les revêtements de façade qu'on utilise habituellement peuvent s'utiliser encore, même si dans certains textes, c'est pas noté tel quel que le 31.4 est accepté, mais ça s'entend que ça puisse s'utiliser sans faire des attextes ou des choses rébarbatives comme ça. Pour ce premier type de façade, pour le deuxième, c'est un peu la même. C'est des façades qui sont fondées en pied. Donc on comprend bien que dès lors qu'elles sont fondées en pied, elles ne vont pas absorber beaucoup de déplacements. Et donc ça ne devrait pas causer trop de problèmes pour les revêtements de façade. Rodolphe, Oui, excuse-moi, tu peux peut-être passer sur la diapo et ouais, et suivante. donc sur la. Ben non, mais parce que là j'arrive au troisième type de façade, c'est celles qui sont en appui multiple, accrochées donc par différents appuis sur les dalles de plancher, et donc qui, on comprend bien, peuvent bouger indifféremment les unes des autres en fonction des déplacements des dalles. Et il est vrai que pour ce type de façade, il faut quand même regarder ce que donnent les déformations du gros œuvre sur la façade et la déformation de la façade sur le revêtement. Ça peut avoir un impact. Et donc, c'est pour ça généralement que vous êtes obligé de faire des ATEX sur les chantiers. ATEX qui ont été faits par exemple pour le village olympique avec ces fameux guides du CSTB pour aider à développer des ATEX. Donc, la filière bois a regardé les cinq principales familles de revêtements que l'on met traditionnellement je dirais, sur les FOB. Et on s'est rapproché des industriels de ces familles-là. On est allé voir les autres filières pour leur demander s'ils ne voulaient pas faire des essais avec un protocole qui a été élaboré par le FCBA, un protocole d'essai donc de façade avec ces types de revêtements. Et on applique des déformations sur les façades pour les solliciter au maximum de ce qu'elles peuvent, et ensuite on les teste à l'eau. Et donc il y a un protocole qui a été créé par le FCBA pour faire ces essais-là. Euh, et on a contacté donc cinq familles, comme c'est indiqué là,
qui sont les plus représentatives. Alors, tout ce qui était bardage bois, donc c'est la même filière, donc c'était facile de nous contacter nous-mêmes. Les bardages métalliques, les bardages en plaque HPL, les bardages en fibre ciment et en tuile de terre cuite. Alors, pour des raisons qui leur appartiennent, la filière métallique euh, n'a pas, n'a pas suivi nos requêtes et tuile de terre cuite, ils ont retardé. Bon, ils ont bon, peut-être plus tard, mais pour l'instant, on est parti donc avec, on a fait des essais avec du bardage type 41.2, des plaques HPL et des plaques fibrociment. Et les résultats sont très satisfaisants. Donc je rappelle, c'est bah voilà, les maquettes qui ont été réalisées, donc deux maquettes, une avec une ouverture, évidemment, parce que c'est le point sensible, hein, on n'a pas testé des parois opaques. Donc une maquette avec une ouverture et une maquette ou une croix de jonction de quatre façades en fait, sur lesquelles donc on a appliqué des efforts pour appliquer des déformations, les déformations maximum qu'elles peuvent rencontrer. Et puis après, il y a eu des essais d'étanchéité à l'eau, à la pluie battante, donc comme un test AEV, je dirais, mais c'est juste avec de l'eau, pour voir quel est le niveau d'étanchéité après déformation de ces façades-là avec ces différents types de revêtements. Et bah, les résultats sont plutôt satisfaisants. Et on vient de, bah là, les résultats ont été publiés sur le site du Codifab. Alors vous allez les retrouver aussi. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut faire la recherche aussi là, sur le site du Codifab, vous allez trouver le rapport d'essai du FCBA qui démontre, enfin oui, qui démontre que les résultats sont plutôt très satisfaisants. Il y a très peu d'eau qui passe en fait après des formations derrière ces bardages-là. Il y a un peu d'eau qui ruisselle sur le contreparement, enfin oui, le contreparement du revêtement, et il y a très peu d'eau qui arrive jusqu'au pare-pluie en fait, hein. Voilà. Et donc, enfin, le SCBA était capable de mesurer ça. C'est très intéressant. Et donc, l'idée, une fois qu'on a ces résultats-là, bon, bah, déjà, vous avez le rapport d'essai qui valide ça, donc avec ces autres filières. L'idée, c'est de pouvoir accélérer les demandes d'ATEX, voire même après de pouvoir valider donc plus facilement ces revêtements-là dans leurs avis techniques, hein, parce que très souvent ils sont sous avis technique, de valider ces revêtements-là sur un support type 31.4, voilà, de manière à ce que ça soit en technique courante dans les avis techniques qui vont être révisés au fur et à mesure. Donc ça ne veut pas dire que vous pouvez encore faire ça, je dirais, d'une manière automatique, mais en tout cas, c'est une belle pierre à l'édifice pour arriver en technique courante et puis bah, fluidifier un peu le marché à ce niveau-là qui était un peu bloqué. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était assez clair? Parce que c'est un sujet un peu dense et donc j'essaye de faire court, mais c'est pas évident. Voilà, donc les gens qui ont bah, des chantiers à faire avec de la FOB et puis ces types de revêtements, vous pouvez vous appuyer sur le document qui a été édité par le FCBA euh, pour soit développer un texte rapidement si besoin en est, soit peut-être demander un avis de chantier. Bon, là, après, ça reste à la discrétion des contrôleurs techniques. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas je dirais, la validation officielle d'une technique courante sans que si c'est pas passé par un avis technique encore. Voilà. Donc ça va se faire au fur et à mesure de la révision des avis techniques, quoi. Des questions? Donc on n'a pas encore, de questions pour le moment. Par contre, n'hésitez pas à jeter un œil à l'onglet «Conversation» dans lequel vous allez trouver les différents liens vers les outils, qui sont évoqués par, Rodolphe, hein, propagation, du feu par les façades, les différents Ah ouais. référencements également de procédés sur, support bois avec une mise à jour, assez régulière, hein. Donc vous allez trouver un grand tableur Excel avec tous les produits et leur domaine d'application, sur, support bois. Donc c'est vraiment un outil, de référence pour, identifier les différents produits, et les compatibilités avec vos situations, particulières. Alors, donc voilà la page, là j'ai pu l'afficher en cliquant sur le lien, déjà ça fonctionne. Vous la voyez, Hervé, vous voyez la page Oui,
envoi compatibilité des Ok. déformations entre Voilà, FOB et donc revêtement c'est extérieur. là que vous allez trouver ici donc, le rapport complet, une synthèse, et puis les différents rapports pour les trois types de bardage testés. Voilà. Alors pour ces histoires d'avis techniques, c'était en fait, j'ai pas précisé, c'était pour tout ce qui est revêtement en fibrociment et HPL, puisque pour le bardage bois, c'est couvert par le DTU 41.2 qui est en révision, dans lequel justement on doit inscrire, enfin je ne veux pas devancer la commission, mais on doit inscrire dans le 41.2, normalement, à l'appui de ces résultats d'essai, que les bardages bois peuvent être conformes, peuvent se poser sur un support type 31.4 pour traditionnaliser la chose, quoi. Donc, bon, ça pourrait être inscrit, je ne sais plus où on en est de l'avancement des ordres du jour du 41.2. Toujours est-il que, avant que le DTU soit publié, il va se passer quand même un certain temps. Voilà. Du coup, je vois dans les questions quel intérêt Donc, d'avoir à garantir voilà. l'étanchéité des bardages si la qualité du parapluie le garantit déjà. Alors, le parapluie ne garantit pas du tout l'étanchéité d'un ouvrage. C'est un couple parapluie et bardage qui garantit l'étanchéité de votre ouvrage. Ce que Si tu veux vous dire, c'est voulez, que le bardage ne garantit pas l'étanchéité, hein. Donc c'est le non, couple bardage plus voilà, parapluie, mais c'est pas effectivement. le parapluie non plus. C'est le Non, couple non, non, on est d'accord, bardage mais parapluie. dans la rédaction de la question, il Oui, était dit l'étanchéité des bardages. Voilà, c'est pour ça que je précise. non, mais parce qu'il y a marqué si la qualité de parapluie le garantit déjà, mais ça n'est pas le cas. Le Oui, parapluie ne oui, oui, c'est garantit le pas couple. l'étanchéité. Mm. C'est le couple bardage-parapluie qui garantit l'étanchéité. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous voulez avoir une garantie d'étanchéité, vous devez utiliser une membrane d'étanchéité. Les produits sous évier technique, il y en a qui fonctionnent très bien, et là, c'est différent. Et donc, on est obligé d'étudier donc, systématiquement ce couple parapluie-bardage. Voilà. Donc l'autre question, concernant les bardages bois, nous sommes dans le DTU 41.2. Oui. Sera-t-il donc révisé en intégrant l'application du 31.4? Et oui, c'est donc c'est ce que je viens de dire. Oui, normalement, oui. C'est en cours. Le 41.2 est en cours de révision et l'objectif, c'est d'intégrer donc comme support de bardage bois le 31.4. Voilà. Mais comme je vous disais, le temps qu'il soit publié, parce qu'il y a un temps de révision des DTU qui peut être assez long, et le temps que la publication arrive, il va se passer un an ou deux, quoi. Voilà. Donc on n'est pas encore arrivé, donc ça peut donner lieu Mm, encore à des mm. discussions. Néanmoins, avec à l'appui ce rapport, franchement, ce serait quand même, je trouve, un peu de mauvaise foi que de refuser les techniques courantes pour quelque chose qui l'était avant, lorsque l'on faisait de la façade ossature bois sous couvert du 31.2, ça posait de problème à personne de mettre du bardage bois et ça fonctionnait très bien, quoi. Donc, le fait d'avoir créé un nouveau DTU qui a créé cette espèce de, de schisme. Nouvelle question. Bonjour, à la question entre FOB, à la jonction, pardon, entre FOB et bardage bois, doit-il être interrompu ou peut-il être continu? Si interrompu, doit-il y avoir une pièce de jonction? Oui, oui, bah oui, c'est tout ce qui est indiqué. Il y a eu des pièces de. Oui, oui, c'est tout ce qui est indiqué dans le rapport du FCBA. Ouais. Mais pour le coup, il faut suivre les préconisations qu'il y a dedans. Ouais. Alors on est à peu près dans le timing. A-t-on un délai pour le rendu du rapport concernant les éthiques en terre cuite? Tu as des infos là-dessus? Sur le délai? Ethics en terre cuite, hein. Oui, d'ailleurs, oui. Je Je... suppose que c'est le revêtement terre cuite sur FOB. Je suppose que c'est ça la question. Si Nicolas Blanchard, vous pouvez préciser dans votre note. Oui, je sèche, là, je comprends pas Oui, la les question. bardages terre cuite sur FOB. Ah C'est oui, bien pardon, ça. oh, là, ouais. Euh, Une idée du le délai. rendu, le rendu du rapport, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait les essais. Ah. Donc ça nous amène typiquement sur Bah, donc, 6 mois, un on an. ne sait pas pourquoi, parce qu'on avait commencé les discussions. On avait commencé les discussions avec eux, et puis bah, c'est une décision qui appartient à cette filière-là, et ils n'ont pas voulu continuer, peut-être qu'ils avaient d'autres priorités pour le moment. Du coup, je vous sollicite, vous tous qui êtes autour de la table,
acteurs du marché, mettaient la pression sur les industriels pour qu'ils aient envie de. C'est la loi du marché, hein. S'ils sentent qu'il y a une demande, ils vont vouloir revenir autour de la table et puis peut-être mettre ça en priorité. On n'a pas compris pourquoi, alors qu'on avait bien travaillé avec eux, puisqu'on a sorti des règles professionnelles concernant les tuiles de terre cuite sur des murs à ossature bois. Donc ça, c'est des règles professionnelles qui fonctionnent très bien, jusqu'à 28 mètres, hein. Vous pouvez faire la mob avec de la tuile de terre cuite. Et donc, on pensait continuer dans cette belle lancée pour attaquer la FOB. Bon, bah, il y a un contretemps. Donc, mais s'ils sentent une pression du marché, ça va peut-être les faire bouger, hein. C'est d'ailleurs pour ça que les autres ont répondu, hein. C'est parce qu'ils ont senti la demande du marché, et donc ça fonctionne tout simplement comme ça, hein. Quid des revêtements crépis? Bah, ceux-là font l'essai de d'autres essais en parallèle. Donc, je suppose que vous voulez là pour le coup parler des ETICS sur ossature bois. Et vous allez retrouver donc Alors que je me trompe pas, parce que c'est pas un dossier que je suis précisément, c'est un dossier qui est suivi par un collègue, mais dans les APL, par contre, dans le lien qu'on vous envoyait précédemment sur tout ce qui était APL pour la résistance au feu, enfin la non-propagation au feu des façades, il y a des APL pour les éthiques sur COB, et dedans, donc il y a des préconisations justement à suivre, parce que ça concerne à la fois le feu et l'étanchéité à l'eau. Voilà. Si les essais ont déjà été faits, mais à vérifier si c'est sur MOB et FOB. Je vérifierai, je vous renverrai la réponse précisément. Très bien, il est 31, 11h31, on va passer au sujet suivant si tu as terminé celui-ci. Oui, alors, Donc, si tu veux bien repasser en plein écran, ouais, voilà, parfait, j'arrive. Évolution des DTU. Donc, il y a merci. le 41.2, comme je vous disais, qui est en révision. Inscrivez-vous si vous avez des choses à lire, c'est le moment. Tout expert que ce soit un architecte, un entrepreneur, un bureau de contrôle qui veut participer à la rédaction d'un DTU est bienvenu, hein, d'accord? Le DTU n'est pas écrit par des personnes autorisées et patentées, il est écrit par les personnes qui s'inscrivent et qui viennent en commission. Et puis maintenant, c'est en visio, donc c'est quand même un peu plus simple. Donc le 41.2 est en révision sur le bardage bois, donc c'est le moment ou jamais de faire passer les messages, ou de les faire passer à des gens qui sont en commission, et on transmettra. Euh, donc on discute actuellement de l'introduction d'un nouveau support comme le 31.4. Il pourrait être question dans le 41.2 de supprimer l'annexe sur les bardages à claire-voie. Donc je rappelle, bardage à claire-voie, c'est donc limité en hauteur actuellement, euh, et c'est avec un jour maximum de 10 mm, hein, pas plus. 10 mm après séchage en plus, hein, parce que donc on sait que les lames vont sécher au bout de quelques mois. Donc si vous vous retrouvez avec des vides de 12 mm, vous êtes plus conforme au 41.2, votre bardage donc du coup n'est plus assuré, il n'assure plus d'étanchéité, donc ça a posé pas mal de problèmes sur les chantiers, cette histoire d'annexe sur les bardages à claire-voie. Donc il y a des velléités de certains acteurs de la supprimer purement et simplement. D'autant parallèlement, il y a un autre texte qui est sorti qui concerne tout ce qui est éléments non structuraux rapportés en façade, donc éléments bois rapportés en façade, qui sont de l'ordre de l'esthétisme. Généralement, vous savez, c'est ces épines en bois qu'on vient rapporter sur des façades, où derrière, il y a des membranes d'étanchéité, où il y a d'autres types de revêtements. Des fois, c'est rajouté sur des murs en béton ou des revêtements métalliques. Voilà, ça s'est beaucoup multiplié ces dernières années, et il n'y a pas de texte qui régissait ça. Ça pouvait être des considérations purement esthétiques, mais parfois aussi ça peut faire brise-soleil ou garde-corps. Et dans ce cas-là, quand ça fait brise-soleil ou garde-corps, c'est du réglementaire. Ça touche à la réglementation, donc il y a quand même la nécessité que ça soit durable et voilà, que ça soit bien fait. Donc on a écrit des règles professionnelles pour ces éléments rapportés en façade, ces éléments bois qui sont rapportés en façade, que vous allez retrouver et bien sur le site de ProRéno maintenant, donc c'était le programme Rage, et donc ça doit être sur le site de ProRéno. Et donc pour le bardage à claire-voie, lui qui était dans le 41.2, les gens qui veulent le supprimer disent il y a qu'à le renvoyer dans ces règles professionnelles-là. Bon.
Faut... Voilà, pour l'instant, c'est des discussions, ça n'est pas arrêté. Donc, pour l'instant, c'est toujours le DTU de 2015 qui est en vigueur, qui est utilisé sur les chantiers. Euh, Ensuite, est-ce que je prends les questions pour le 41 de maintenant, Hervé, ou est-ce qu'on fera une synthèse à la fin? Ton micro est coupé, Hervé, on t'entend pas. Pardon, oui, on a une question concernant les modalités que tu as évoquées pour participer ou Ah contribuer oui. à l'évolution des DTU. Concrètement, ça s'adresse à qui? On s'adresse au secrétaire de la commission. Donc, c'est une commission qui est hébergée par le BNBA, Donc le bureau national. le bureau de normalisation du bois de l'ameublement qui est au FCBA. J'enverrai l'adresse du secrétaire, vous inscrivez. Ok. Euh, non, je propose qu'on poursuive un petit peu peut-être sur Et le les document pour DTU. On les prendra les éléments bois questions ensuite. rapportés, je vois la question, le document pour les éléments bois rapportés, je vous mettrai le lien vers les règles professionnelles. Ouais. Euh, Sinon, le 31.2 est en révision. Alors, normalement, on fait une révision tous les 5 ans. Le 31.2 date de 2019. Et on a déjà entamé la révision depuis presque 2 ans pour intégrer la fibre de bois. Parce que la fibre de bois était sous avis technique et la CCFAT, donc l'instance qui gère tous les avis techniques, a dit bah, maintenant c'est plus innovant. Les avis techniques, je rappelle, c'est pour l'innovation. C'est plus tellement innovant, il faudrait traditionnaliser la fibre de bois. Comment on traditionnalise? Bah, on fait un document, soit des règles professionnelles, ce qu'ils ont tenté de faire à un moment donné, mais ça n'a pas fonctionné, soit on rentre dans le DTU. Ils avaient proposé à la fibre de bois d'entrer dans le DTU déjà dans la version précédente, ils avaient refusé, je ne sais pas pourquoi. Et là, maintenant, ils sont prêts à rentrer dans le DTU 31.2. Néanmoins, on a donc commencé à travailler sur le sujet. Il y a une commission jeudi. On va continuer. C'est pas fini. Et il y a ça va pas se faire aussi facilement que la laine minérale parce que c'est pas du tout le même produit. Donc il y a des discussions qui ont lieu en ce moment. On travaille bien avec on travaille mieux, même je dirais, avec les fabricants de fibres de bois. Mais aujourd'hui, en tout état de cause, dans les avis techniques, il est dit que les avis techniques de la fibre de bois, il est dit que c'est un isolant qui doit être posé en intérieur, il ne peut pas être posé en extérieur, et que si jamais il a repris de l'humidité, bah, il doit être changé. Souvent, c'est pas bien su sur les chantiers où on ne lit pas complètement les avis techniques, ce qui fait que on se retrouve un peu en dehors des clous de l'assurabilité parce qu'on utilise des isolants, les isolants semi-rigides, euh, à tort et à travers dans toutes les dispositions, et c'est pas forcément ce qui est marqué sur les avis techniques. Et donc on se retrouve à avoir des chantiers qui, pour certaines parties d'ouvrage, ne seraient pas assurés. Donc c'est un peu les dessins que je vous ai mis là pour faire un petit rappel quand même de ce qui est autorisé ou pas. Donc actuellement, seuls les isolants semi-rigides en laine minérale, laine de verre et laine de roche sont autorisés par le 31.2 aujourd'hui. Si vous voulez mettre de la fibre de bois, il faut lire ce qu'il y a dans les avis techniques de la fibre de bois. Ok? La laine de bois. Pardon pour l'erreur, parce que justement, ça sème la confusion. Euh, Ce qui est autorisé dans le 31.2, c'est des panneaux en fibre de bois qui sont eux rigides, et c'est pas du tout la même fabrication, ils sont plus denses, ils ont plus de paraffine, et on s'en sert comme pare-pluie. Et donc ça fonctionne, c'est dans le 31.2 depuis des années déjà, donc il faut faire le distinguo entre la fibre de bois rigide qui est dans le 31.2 avec la laine de bois semi-rigide, qui elle est beaucoup plus souple, n'est pas paraffinée et n'est pas dans le 31.2. Alors, il y a des solutions donc, qui sont sous avis technique où on peut utiliser euh, des isolants en fibre de bois, et ça, c'est sous avis technique, et ça restera pour l'instant sous avis technique. Mais si on veut voilà, mettre de la fibre de bois dans un mur ossature bois, actuellement, les avis techniques vous indiquent que vous pouvez le mettre là en AM, en complément d'isolation intérieure, mais vous ne pouvez pas le mettre ici.
Là, sur le dessin, vous voyez, j'ai laissé une laine minérale. Euh, L'avis technique ne vous autorise pas à faire ça. Et parfois, sur le chantier, on en a mis en âme, on en a mis en intérieur, et hop, une fois qu'on est lancé, on en met aussi en extérieur. Mais c'est bien marqué dans les avis techniques que ça ne peut pas être mis en extérieur. Pourquoi? Parce que c'est un matériau qui absorbe bien l'humidité, voilà, qui est hydrophile. Et donc, il a un coefficient d'absorption de l'humidité qui est un coefficient qui s'appelle W sur S, qui est de 7, c'est-à-dire qu'il absorbe 7 litres d'eau par mètre carré. C'est énorme, sachant que dans le 31.2, le W sur S, il est maximum de 1 pour les isolants minéraux. Donc, on regarde avec les fabricants comment on va pouvoir écrire la chose, parce qu'on ne pourra pas avoir le même domaine d'application, notamment, donc c'est des points d'interrogation que je mets à chaque fois, hein, c'est pas, faut pas prendre ça pour argent comptant, c'est là actuellement les discussions qui ont lieu dans l'enceinte de la commission 31.2. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une membrane hygrovariable dès lors qu'on met un isolant en laine de bois? Est-ce que il faudrait pas systématiser la préfabrication pour être sûr qu'ils ne reprennent pas l'eau en phase chantier? La règle du 2 tiers, 1 tiers pourrait repasser en un quart, trois quarts. Donc voilà le niveau de discussion qu'on a actuellement au sein de la commission 31.2. Donc je peux pas, je ne sais pas quelle orientation on va prendre parce qu'il y a quand même des études encore à fournir de la part des industriels. Et puis après, il faudra que la commission statue définitivement. Euh, Introduire la membrane hygrovariable dans le DTU 31.2, tout le monde se dit bah ouais, c'est une bonne idée, mais ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, hein. Donc, euh, on n'a pas fini, quoi. Le boulot n'est pas fini, quoi. Donc en attendant, vous devez utiliser les avis techniques pour la fibre de bois. Voilà. Et puis après, pour le 31.2, il y a des révisions mineures, quelques corrections, je dirais, de forme apportées, mais le gros du boulot de la révision, il est fait pour introduire la fibre de bois. Alors, comment ça va se goupiller dans le texte? Est-ce qu'on va, chapitre par chapitre, donner des préconisations spécifiques à chaque fois dans chaque chapitre? Moi, personnellement, je ne suis pas partisan. Est-ce qu'on va créer une annexe spécifique? Ça pourrait être une annexe normative spécifique à la fibre de bois, pourquoi pas? Euh, on ne sait pas encore. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, on a quelques questions. La continuité des bardages en toiture sera-t-elle intégrée au DTU 41.2? C'est-à-dire le bardage qui Continuité. se retourne en toiture. Ah ouais, du bardage en toiture. Eh oui. Donc là, il y a une histoire d'angle de toiture, je suppose. Non, mais en toiture, c'est pas du bardage en fait. C'est un élément rapporté en façade pour faire joli. Là, vous faites quelque chose d'esthétique. Mais l'étanchéité, parce que là, pour le coup, il faut une étanchéité parfaite, elle est assurée par la couverture. Donc, enfin, j'imagine que c'est à ça que vous pensez. Et à ce moment-là, bah, il faut regarder dans les règles professionnelles que je mentionnais tout à l'heure, si quand on disait éléments bois rapportés en façade, est-ce qu'on parlait aussi de la cinquième façade, qui est la toiture? Peut-être. De mémoire, Ça il y est reste de question l'ordre, d'un. ça reste quelque chose d'esthétique, donc je pense qu'on peut le prendre comme ça, ouais. Parce que Autre couverture en question. bois, si on parle de couverture en bois, il n'y a que le bardeau, il n'y a que le tavaillon, hein. Il n'y a que le tavaillon qui marche, hein. Autre question. Supprimer l'annexe bardage à claire-voie, c'est-à-dire l'entrée dans le cas général ou ne plus le décrire. Est-ce qu'on renvoie aux règles pro? Est-ce que vous pourriez nous transmettre le lien? Oui, pour les règles pro. Eh ben, quelqu'un l'a mis, le lien. Voilà, tiens, je vais cliquer dessus. Voilà, c'est ça. Éléments bois non structuraux rapportés en façade.
allez sur le site de ProRéno, là, qui a été mis en ligne depuis quelques mois. Le site est super. Le site est fantastique. Il y a énormément de documents en accès. Il est assez pratique et ergonomique. Donc, vous allez retrouver beaucoup de choses. Il compile, en fait, à la fois le programme PACT, le programme RAGE et d'autres programmes. Voilà. Et donc, vous allez retrouver, ils ont tout compilé en un seul site. Donc, c'est proreno.fr. Vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit et vous avez accès à tout plein de calepins de chantier, de règles professionnelles, tout ce qui a été financé par tous ces programmes-là depuis plus de 10 ans. Donc le voilà. Autre question, et peut-être dernière question concernant les DTU. Oui. Euh, Quid de ces Non. fibres de bois qui soi-disant pouvaient faire office de pare-pluie, Hmm. hors avis technique à ma connaissance? Non, non, il y a des. Non, donc ces panneaux de fibre de bois sont dans le DTU 31.2, hein, et ils peuvent être C'est le panneau utilisés paraffiné dont tu parlais tout à comme l'heure. pare-pluie. Alors comme pare-pluie, mais attention, dans les ouvertures, vous devez rajouter des membranes. Vous devez rajouter du pare-pluie souple, hein. Donc euh, ne pas le laisser comme ça à chaque ouverture, quoi. Donc, mais ça, le panneau, c'était celui que je montrais là. Celui-là, il est dans le 31.2, là. Ils sont très Alors là, rigides et ils sont paraffinés, donc ils sont pas replis. La difficulté, c'est pour tout ce qui est laine de bois. vraiment une dernière question pour Oui, les DTU. Pour les panneaux rigides en fibre de bois, le DTU s'arrête à 35 mm. oui, Est-il envisagé d'intégrer des épaisseurs plus importantes? non. Il y a une raison ou c'est juste pas encore envisagé? Bah, vous savez, un DTU, c'est l'expérience reconnue et réussie. Donc en fait, on écrit ce qui se fait majoritairement sur le territoire. Si ça ne s'est pas fait, bah, voilà, on ne l'écrit pas, hein. On n'innove pas dans le DTU, hein. On écrit c'est l'expérience reconnue et réussie. Donc a priori, sauf à ce qui est des velléités d'entreprises et d'industriels conjointement et qui nous apportent la preuve que ça se fait couramment sur le territoire et que ça fonctionne, mais c'est pas le cas. Donc non, pas plus de 35 mm pour l'instant. Et Très je bien, il terminerai. est Ouais, j'ai 11h47. juste un petit point sur un dernier DTU qui est en révision parce que c'est un DTU phare qui est très Ah oui, vieux, qui méritait d'être révisé. C'est le 51.3 dont le domaine d'application est très large, il est vaste et concerne beaucoup de monde sur le terrain, que ce soit les charpentiers, des menuisiers, des solistes, des maçons, tout le monde pose des planchers type 51.3, puisque, bon, alors le nom, il est un peu confusant, parce qu'on parle de plancher en bois, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est pas la structure, c'est tout ce qui va au-dessus, et donc, euh, voilà, j'ai des petits dessins. Plancher porteur sur. Donc, c'est la partie. Attendez, je vais remettre en diaporama. un écran, oui. Voilà, c'est le panneau. C'est les différents panneaux qu'on peut poser soit sur des structures bois. Donc, la solive, elle est du ressort du 31.2 ou du 31.1. Ça peut être, ces panneaux sont aussi posés sur des IPN. Ça peut être aussi posé sur des dalles béton sur l'embordage ou en flottant. Voilà, donc ça vient sur tout type de support. Ça sert aussi de support au revêtement de sol. Et parfois, ça se voit aussi, ça fait office de revêtement de sol. C'est-à-dire qu'ils sont laissés bruts comme ça. Donc c'est un très vieux DTU. D'ailleurs, il n'est même pas NF, hein, c'est pour vous dire. Donc il a pas basculé encore dans le corpus des NF. Il date des années 90, me semble-t-il. Et donc bon, il n'a pas été révisé pour diverses raisons techniques. Donc il y a différentes études qui ont été financées par la filière bois pour apporter des nouveautés enfin des nouveautés qui n'en sont pas, ne serait-ce que par exemple tous les calculs à l'Eurocode 5, hein, donc il n'y a rien de nouveau avec l'Eurocode 5, mais c'était pas inscrit encore dans ce DTU-là, donc il y a toute cette partie Eurocode qui est en cours. Et donc, voilà, donc pareil, ceux qui veulent participer, vous êtes les bienvenus parce que c'est un DTU qui concerne énormément d'ouvrages, quoi, ouais. Donc, plancher porteur sur solivage mis en œuvre à l'abri de l'eau dans son domaine d'application. Plancher porteur sur solivage mis en œuvre avec risque d'exposition à l'eau. Plancher sur lambourde.
plancher de doublage, plancher flottant en panneaux dérivés de bois et support continu. Voilà. Ils sont support de nombreux ouvrages, chapédales, parquet, revêtement de sol souple, très utilisés aussi en rénovation. Voilà. Donc, un petit point d'information. Il n'y a pas de grosses nouveautés. Voilà. Il y a pas de. Il y a beaucoup de choses à apporter, mais il n'y a rien de primordial. Des questions pour le 51.3? Oui, on va en prendre une. Sur ces mises à jour, sera-t-il abordé la gestion de raccords à plat joint, ou à joint plat, et la gestion des coupes au niveau du linteau pour l'intégration de volets roulants? Je pense que c'était pour le 31.2, pour le volet roulant. Oui, je suppose. Alors ça, vous avez déjà des coupes sur le catalogue bois construction. C'est déjà fait. C'est-à-dire que le DTU, c'est pas non plus. Il s'adresse à des professionnels. Donc c'est pas un catalogue de plans, le DTU. Si vous voulez des détails, bah, déjà il y a le guide d'application du DTU, où c'est un document que vous allez retrouver sur le site du Codifab, où là justement bah, c'est plus pédagogique, il y a un peu plus de plans. Et puis surtout, si vous voulez des plans, bah, allez sur le site du catalogue bois construction. Vous allez trouver bah, tous les plans téléchargeables en DXF, en PDF. Et pour ceux qui utilisent Revit, vous avez tout le catalogue bois qui est intégré à Revit via une API qu'on a réalisée avec eux. Donc, vous pouvez construire conformément au DTU avec Revit, avec tout ce qu'on a embarqué dedans. Voilà. Donc, allez sur le site, vous allez trouver, il y a des coupes, hein, le site du catalogue. Donc Rodolphe, on va devoir Et on accélérer un petit accélère. Ok. peu. Il est 11h51, il nous reste un Alors, la sujet REP, complet. Donc, est-ce que euh, tu peux essayer de le résumer en 5-6 minutes? oui, oui, bah, la REP, bah, oui, ça fait déjà un an. Ça avance, mais de façon erratique sur le territoire. Euh, Peut-être rappeler ce qu'est la REP? Ah oui, mais là, s'il faut que je rappelle la règle, là, ça va me prendre plus de 5-6 minutes parce que donc c'est responsabilité élargie du producteur. Il y a une éco-contribution qui est portée sur les produits de construction. Éco-contribution, c'est comme lorsque vous achetez un nouveau frigo, un nouveau micro-ondes. Sur la facture est marqué, vous voyez, éco-contribution, vous payez un peu plus cher votre frigo et votre micro-ondes parce qu'il y a une filière de recyclage qui s'est mise en œuvre. Et du coup, vous, en tant que client, vous rapportez l'ancien produit électroménager là où vous l'avez acheté, et eux, ils sont obligés de le reprendre, et ils envoient ça dans une filière de recyclage et qui démantèle et qui recycle les matériaux. Bon, c'est ça une REP. On en est à la 5e REP, et il y en a une sur qui est connue sur les produits électroménagers, et il y en a une sur les produits du bâtiment. Voilà, c'est celle-là qui a été mise en place depuis un an. Donc ça veut dire que sur tous les produits du bâtiment, de produits de construction du bâtiment, bah, vous payez plus cher maintenant. Enfin, c'est le maître d'ouvrage qui paye un peu plus cher, une éco-contribution. Mais ça veut dire que euh, quand on va déconstruire les bâtiments, eh ben, les matériaux vont être récupérés gratuitement, puisque ça aura déjà été payé par cette éco-contribution, vont être récupérés gratuitement et recyclés. Voilà. Donc fini les décharges sauvages à terme, hein. Fini de payer les déchetteries. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi pour tous les artisans du bâtiment. Normalement, on ne paye plus maintenant les déchetteries. Néanmoins, il faut trier évidemment ces déchets et pas porter tout ça en vrac. Donc voilà. Une fois que j'ai dit ça, ça a l'air ça a l'air le monde merveilleux. Dans l'application, bon, bah, ça se fait pas sans heurte. Il y a encore des petites choses qui se mettent en place et ça fonctionne pas toujours très bien. Euh, les deux, trois points que je voulais dire, c'est que déjà, donc l'éco-contribution, elle est déclarée par les fabricants de produits. Donc les entreprises ne sont pas soumises à adhérer, ne sont pas obligées d'adhérer à un éco-organisme, hein. Les entreprises du bâtiment, ce sont leurs fournisseurs qui adhèrent à des éco-organismes et qui doivent reverser l'éco-contribution. Donc, sauf, et il y a toujours des exceptions, sauf pour les menuisiers qui fabriquent des fenêtres et pour les charpentiers qui importent des bois
directement de pays qui importent des bois directement. Si vous achetez, on va essayer de donner des exemples assez simples, si vous achetez un bois allemand chez un négociant, vous n'avez pas adhéré à un éco-organisme parce que c'est le négociant qui s'en est occupé. Mais si vous achetez directement vos bois au sieur allemand, là, vous devez adhérer à un éco-organisme. Bon, les charpentiers qui importent des bois directement, ils sont à peu près au courant maintenant et ils le font. Voilà, mais sinon, de même que pour aller mettre en décharge, en déchetterie, des déchets de chantier, vous n'avez pas à adhérer à un éco-organisme. C'est un service gratuit. Alors, les déchetteries ne sont pas tout au courant encore aujourd'hui, ça traîne un peu sur le terrain, mais c'est un service gratuit. C'est-à-dire que maintenant, vous ne payez plus les bennes. Et autre nouveauté aussi, qui est mise en application là, cette année, pour les entreprises de la filière bois qui va être intéressante, c'est que euh, de, les déchets pourront être repris directement en entreprise, parce que ce sont considérés comme des déchets de chantier qui sont déportés à l'entreprise. Puisque vous ne faites pas le déchet sur le chantier, vous le faites à l'atelier, puisque vous préfabriquez, c'est donc un déchet de chantier. Voilà. Et donc ceux-là pourront être repris directement en entreprise, donc à voir avec les éco-organismes. Ça a l'air merveilleux quand je vous dis ça comme ça, mais c'est bon, je sais que ça marche pas, c'est pas hyper fonctionnel sur tout le territoire. Il faut savoir aussi qu'il y a une autre REP qui est sortie déjà il y a un peu plus longtemps, il y a 2-3 ans, c'est la REP, donc celle-là, c'est la REP bâtiment, hein, ou PMCB, produits matériaux de produits matériaux de construction du bâtiment, voilà. Mais il y en a une qui est sortie il y a 2-3 ans qui s'appelle la REP DDS, déchets diffus spécifiques, qui concerne tout ce qui est produits chimiques qu'on utilise, donc pot de colle, cartouches de silicone, bombes de peinture, enfin vous voyez tous ces produits-là. Pareil, vous les renvoyez chez le fournisseur ou dans les déchetteries gratuitement. Vous ne payez pas. C'est fini. Vous n'avez plus à payer pour la mise en déchetterie. Donc ça concerne aussi beaucoup d'entreprises de charpente et de menuiserie qui utilisent énormément de ces produits-là. Il n'y a plus à payer la mise en décharge. Alors pour savoir où vous pouvez les rapporter, il y a des sites, euh, il y a des applications. EcoDDS pour les pots de peinture et les cartouches de silicone. Et Oka Bâtiment pour le bâtiment. Euh, je vous ai mis plein d'infos là, vous aurez tout le loisir de lire tout ce que je vous ai mis là, dans le détail. Comme on est un peu pressé par le temps, j'ai fait exprès de ne pas tout détailler, mais les sites, je vais dû les mettre. Ouais, c'est ça, okabâtiment.org. Voilà, l'Oka Bâtiment, c'est l'organisme qui coordonne tous les éco-organismes. Voilà. Et donc, il y a une application, il vous géolocalise et il vous dit quelle déchetterie peut vous accepter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Sébastien. Dans le Loir-et-Cher, on attend encore des points de collecte et directement en entreprise. On n'en est pas encore là, dommage. Oui, oui, c'est ce que je vous disais. Désolé Jean-Charles, je sais, mais ça va arriver. Ça va arriver. Et Jean-Charles, il faut se rapprocher de la Fédé aussi, qui peut avoir des discussions et des relations avec les éco-organismes locaux pour essayer de faire avancer les choses, quoi. Donc la Fédé est très active sur le sujet parce qu'effectivement, ça touche de plein fouet, donc et tant mieux nos entreprises. C'est un service qui est très attendu, mais qui se déploie difficilement. Donc n'hésitez pas à solliciter la Fédé pour ceux qui sont adhérents. On est à la pointe sur le sujet. Vous verrez ça dans les slides qu'on vous a envoyés. D'autres questions? On va vous envoyer. Oui, d'autres questions concernant les DTU. Concernant les Oui, laines de bois, oui. seront-elles intégrées dans une prochaine révision du DTU 31.4 pour les FOB? Eh ben, oui, oui, évidemment, une bonne question, mais si, en général, puisque ce sont des technologies qui sont, je dirais, sœurs en même temps, tout ce qu'on met dans le 31.2, on le bascule après, pour essayer d'être cohérent, on le bascule de façon identique dans le 31.4. Oui. Peut-on enduire directement sur panneau de fibre de bois rigide?
Il faut utiliser les produits qui sont sous avis technique. Donc, c'est des produits spécifiques pour enduire, hein. Vous n'enduisez pas sur n'importe quel type de. Il faut lire les avis techniques, hein. Vous avez, de toute façon, c'est un système, hein, l'avis technique, c'est un système entre l'enduit et le panneau de fil de bois. Donc, utilisez les bons panneaux qui sont indiqués dans les avis techniques. Alors, avis technique, c'est pas la fiche technique du fabricant. D'accord? Fiche technique du fabricant, bah, ça vaut rien. Vous présentez ça à l'assureur, il en fait rien. D'accord? Moi, j'ai fiche technique, j'en fais tous les matins. J'ouvre Word, je fais fiche technique, mon produit est le meilleur, je mets un tampon à la con, et voilà, donc ça vaut rien. Je parle de l'avis technique qui est sur le site du CSTB, qui a une durée de validité avec un domaine d'application. C'est celui-là qu'il faut lire. Fiche technique du fabricant, ça sert à rien. On arrive à midi. Pour ceux qui le peuvent, on va déborder de 2-3 minutes pour terminer de répondre à quelques questions. Est-ce que la fibre de bois rigide peut à la fois faire pare-pluie et contre-ventement? Non. C'est clair. Euh, Et est-ce qu'on peut dire quelques mots des programmes Safe-Bois Tout à fait. du CSTB et Safety Oui, du alors, CERIB? oui, merci de me le rappeler. Pourtant, on m'avait bien dit d'en parler. Donc, ça, ce sont des programmes financés par l'ADEME, justement pour faire une batterie d'essai au feu des différentes solutions bois pour répondre aux exigences de la réglementation. Mais comme on n'a pas les exigences de la réglementation, on est dans les starting blocks et on attend avant de lancer les essais. Donc, ce sont ces deux très gros programmes. Un qui est donc qui est, je dirais, qui va être réalisé par la filière bois et un autre par le CERIB. Néanmoins, il y a l'ADEME qui doit coordonner les deux pour que tout aille dans le même sens. Et donc, bah voilà, les programmes ont été attribués. Safe Bois pour la filière bois, et puis je ne sais plus comment il s'appelle pour le CERIB. Il y a cette coordination qui est mise en place par l'ADEME. On sait ce qu'on veut faire, on attend les critères, enfin les exigences de la réglementation pour faire les essais qui vont bien, sinon ça ne sert à rien de faire des essais dans le vide, quoi. Voilà où on en est, quoi. Mais oui, on a toute une liste, on a la liste de courses qui est prête et on sait ce qu'on doit faire. Donc ça va nous prendre 2, 3 ans. Après, c'est le temps des labos, donc ça, c'est un temps. Le temps des labos, c'est pas le temps des chantiers, ça, malheureusement. Donc, bon, voilà. Allez, peut-être la dernière Oui, question. Avez-vous des exemples d'immeubles de logements en France qui intègrent des sprinklages? non. Non, mais non, non, en France, En non. logement, je ne connais pas, Non, moi. non, 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 non. Je vois pas pourquoi ils auraient fait ça. Non, non. En hôtel? Alors, en hôtel, ouais, Je sais c'est pas qu'il y a au moins un peut-être projet possible. Hôtel, c'est peut-être du côté de possible. Saint-Denis. Ouais. Et enfin, je comprends pas vraiment la question. Enfin, si, je comprends la question, mais ce qui sous-tend la question, je vois pas où vous voulez en venir. Est-ce que Bah, la peut-être, possibilité. peut-être derrière, il y a aussi, est-ce que l'utilisation de sprinklers ou de sprinklage permet de répondre à la réglementation incendie? Je sais pas, c'est peut-être ça la question. Ouais, mais alors, Deuxième niveau de euh, question. c'est ouais, c'est pas, ça doit pas être explicitement interdit, mais comme la réglementation n'est pas écrite comme ça, et puis comme c'est un coût, c'est un coût exorbitant. D'ailleurs, on essaye plus de regarder si le brouillard d'eau ne serait pas plutôt une solution d'avenir face au sprinklage. Si vous avez des chantiers où vous êtes obligé de mettre une protection active, regardez plutôt le brouillard d'eau que peut-être le sprinklage, hein. Ça a des effets c'est très efficace et puis ça a un coût moindre, hein. Donc c'est peut-être vers ça qu'on va tendre. Enfin, on attend les textes, on va voir. Alors Louis nous dit qu'à partir de 28 mètres, la brigade des pompiers de Paris demande l'encapsulage et le sprinklage, à sa Ah, connaissance. sur du logement. Sur du logement, oui. Bah, je suppose que c'est Ouais, des questions de logement.
Ouais, on Et a différents, messages concernant les sprinklages, mais je suppose qu'il s'agit du logement. Peut-être oui, Louis, vous pouvez nous le confirmer? je Oui, logement. mais je connais pas de bâtiments bois qui ont été faits comme ça. OK, une dernière question? Alors, moi je n'en vois pas, Mmh. J'espère que j'ai été l'ensemble clair des parce que c'est supports, vont être, peut-être Lucie, tu peux nous le rappeler, l'ensemble des supports vont être, envoyés. Peut-être également, quelques questions, ou les liens qui ont été mis en conversation pourraient l'être également, Lucie, si Tout à tu fait. veux peut-être, Oui, nous oui, je l'ai dire mis dans la j'ai mis ça dans la conversation et je confirme, on ajoutera les liens qui ont été évoqués dans le support et le support, on le mettra en commentaire de la vidéo qu'on déposera en replay sur la chaîne, YouTube, Fibois France. Voilà. Vous aurez accès à tout ça et Rodolphe, peut-être sur la fin, on a, en dernière slide, oui, des, pardon. Je vous rends la on main, vous rappelle, pour clôturer, voilà. ah bah, ça, c'est les autres REP, voilà, que je vous indiquais, voilà. Déchets d'ameublement aussi, j'ai oublié, voilà. Celle-là? Non? Celle-là. Oui, tout à fait. Oui, voilà, on vous oui laisse, donc je te laisse vas-y Hervé, je te laisse oui, oui, clôturer. alors, en quelques mots, on va pas rentrer dans le détail, mais, vous aurez le support, et à la fin du diaporama, vous avez différents liens vers, des outils en ligne. Donc, ici, il est question de la formation, concepteur construction bois bas carbone, autrement appelé, 2CBBC, qui est proposée par, la plupart dorénavant des Fibois en région. C'est une formation, complète de 15 jours, avec des intervenants, professionnels. Pour ceux qui souhaitent se former, n'hésitez pas à prendre contact avec vos Fibois en région. Sur la diapo suivante, Rodolphe, si tu veux bien nous la passer. Tout à fait. Merci. Des outils également à destination plutôt de la maîtrise d'ouvrage et des architectes pour, concevoir, en neuf ou en réhabilitation les bâtiments. Donc, objectif construction, objectif réhabilitation. Les liens vous sont communiqués. Vous trouverez là aussi, des différents outils ou des références de réalisation pour, trouver, la réponse à vos questions. Des simulateurs également pour la partie biosourcée, évaluation du volume de biosourcés, pour répondre, notamment au référentiel, bâtiment biosourcé et RE 2020. Si on va sur la diapo suivante. Le catalogue, tu en as parlé tout à l'heure, Oui, le fameux. Rodolphe, hein, Mmh. donc le catalogue-bois-construction.fr, où là vous allez trouver, pratiquement l'ensemble des informations, qui ont été, évoquées aujourd'hui et une aide à la rédaction des CCTP, et de nombreux, détails, techniques, en partie courante sur menuiserie, la jonction plancher, mur, avec la possibilité de faire varier les épaisseurs d'isolant, le nombre de plaques, heu, de parements au feu ou autre. Donc, un site vraiment de référence à avoir dans sa bibliothèque et encore peut-être une diapo. Les outils également, Bois de France et DE Bois. Donc là, on est sur, l'approche environnementale et de la traçabilité, des bois. Donc, données environnementales Bois de France, vous avez, plusieurs FDES qui ont été élaborés spécifiquement sur les bois qui ont poussé, en France et qui ont été transformés, en France. Et donc, pour tous les bureaux d'études, et les équipes de maîtrise d'œuvre qui cherchent à optimiser, leurs résultats RE 2020, on vous invite vraiment à, regarder les gains possibles avec, ces FDES spécifiques, Bois de France ou paramétrables, hein, également au chantier lorsque vous avez, les informations disponibles. Vous pouvez, là aussi optimiser en rapprochant, l'industrie, qui fabrique du chantier.
et puis répondre plus spécifiquement, par exemple avec des bardages sans finition ou brut de siège. Et je crois que c'est la dernière diapo, donc Réseau Bois, qui est une plateforme de mise en relation entre les professionnels de la construction, qu'ils soient porteurs de projets, maîtres d'ouvrage, entreprises pour la mise en œuvre ou pour la fourniture de produits. Donc l'idée, c'est de faciliter ces mises en relation et ces consultations. Donc c'est une plateforme qui est encore assez récente, mais qui est en train de se développer. On vous invite à vous connecter pour y créer votre compte et décrire vos activités respectives pour pouvoir entrer plus facilement en relation avec les différents acteurs de la construction bois. Et je crois que nous avons terminé. Si tu veux nous mettre... Ah non, bah voilà, les panoramas de réalisation bois, prix national construction bois. Donc chaque année, FIBois France et les FIBois régionales organisent le prix national de la construction bois. L'ensemble des projets qui candidatent sont référencés dans la base panoramabois.fr, sur laquelle on a quelques petites difficultés techniques pour le moment, mais les choses vont revenir en ligne rapidement. J'ai vu qu'il y avait une question à ce sujet. Donc un véritable outil d'inspiration, d'identification également des acteurs sur chacun des projets, avec de nombreuses informations sur chaque projet. Et donc le prochain prix national démarrera, enfin les candidatures démarreront probablement début janvier, en général de janvier à mars, avec des jurys régionaux qui se réunissent en avril, et puis un prix national un jury national qui lui se réunit en juin 2025. Donc n'hésitez pas à partir du 2 janvier ou 3 janvier